qui, bien avant les autres, comment vous dire ça? Ici, on est à Vérone dans un musée. Quand on arrive de l'extérieur, le musée, il est ancien, moyenâgeux. On n'a pas l'impression qu'un architecte moderne est venu mettre sa patte. On fait le tour, on rentre dans le musée, il y a une cour comme ça, avec une ambiance un peu plus sympathique qu'à l'extérieur où c'est très militaire, un peu comme ça. Et tandis que là, ça a une connotation, comment on veut dire, italienne et très sympathique, des petits balcons, des choses comme ça. Et de nouveau, on ne voit pas directement qu'il y a un architecte qui a tout moderne, qui a tout modifié. Donc il respecte déjà l'architecture ancienne, ce qui est unique quelque part dans les modernistes. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'ils faisaient, hein, ils avaient dit. Hein. Par contre, quand on regarde dans la cour, on a ici, vous voyez, une espèce de passerelle qui déborde. Et là, un truc en béton avec brut de décoffrage qui déborde aussi dans la cour. Qui permet de poser une sculpture, évidemment, puisque c'est un musée Isabelle, les sculptures qu'ils auraient à exposer, qu'on peut venir voir en se promenant là sur ce passage, ou soit ici, vu d'en bas, ou d'en bas dans la cour. Ou... Vous voyez, c'est une sculpture qu'on peut voir un peu sous tous ses angles. Et là, vous avez par exemple un type de croisillon très typique de Scarpa. C'est lui qui va, tout ce qui est... accessoires, clash de porte et tout ça, ils ont tous une densité, une consistance et un rythme très particulier à lui. Et d'ailleurs, c'est avec lui que je vous avais expliqué quand Henri Van de Velde avait dit c'est l'industrie qui gagne. Avec Henri Scarpa, j'ai compris, je dis non. Si cet architecte il fait faire ces trucs, c'est pas l'industrie qui déterminera l'esthétique. Et c'était le premier à me le prouver quelque part. Beauville, après, comme il a beaucoup de grands contrat, ah ben, il peut aussi demander à l'industrie, faites-moi ça comme ça. Et puis devoir trouver. Pourquoi je dis ça? Parce que vous, quand vous faites un intérieur, vous regardez les portes, vous avez le choix entre à la limite 3 grandeurs de porte, point barre. Hein? Si on vous dit je vais pouvoir entrer mon piano, il n'y a pas de porte. Ah, elle n'est pas dans le catalogue, par exemple. Non, non. Voilà, regardez ça, c'est ce musée de Vérone. Comment il fait des petites choses très subtiles. Par exemple, vous voyez, il a posé le sol dans ce sens-là, et il y a une ligne blanche qui alterne avec des zones grises, des plaques grises. Donc si vous avancez dans ce sens-là, intuitivement, vous sentez bien que vous avez ces barres-là qui sont devant vous. Qu'est-ce que ça va donner comme effet? Sensiblement, si vous avez des barres comme ça fait quoi? Ça vous freine un peu, quoi. Or, dans un musée, il faut justement attraper un rythme pour pouvoir attraper le rythme et ouvrir vos antennes et attraper tout ce que vous racontez l'objet. Et donc, un musée, c'est à la fois un espace où on doit pouvoir circuler. S'il y a un incendie, n'importe quoi, tout le monde doit pouvoir évacuer très vite. Vous devez pouvoir évacuer des immenses tableaux, je ne sais combien de mètres, là, il n'y a pas que... Ça veut dire que les ascenseurs doivent avoir la grandeur de votre plus grand tableau, les portes et tout et tout. Les cars scolaires, vous lâchez ça dans un musée, ils vont vous casser toute l'ambiance. Donc qu'est-ce qu'il fait? Des petits dispositifs comme ça, le sol comme ça, ou les murs très, très rugueux, qui fait que vous n'allez pas vous appuyer contre le mur comme ça et faire que votre groupe explose le petit couloir. Vous allez vous tenir. Il va faire éventuellement des joints au sol d'1 centimètre qui vont aussi vous empêcher de, vous voyez, d'avancer, ou des petits miroirs d'eau, comme je vous disais, ou plein de choses très subtiles. Il est vraiment chouette. Alors celui-là, c'est un Américain, César Pelli. Là, c'est une sorte de race, mais moderne évidemment. Hein. Influencé quand même par les architectures de bois. C'est du modernisme en bois, c'est ça? Ben, c'est le côté vernaculaire, le côté référence à l'architecture traditionnelle du lieu. Variété des formes, bout de la ligne ondoyante. Celui-là est intéressant aussi. Endo Shuei,
donc, vous voyez que ce sont de la tôle ondulée, mais en réalité, ça vous crée des espaces assez protégés. Alors ça, c'est encore... c'est Jean Nouvel. Jean Nouvel aussi, un monde très intéressant au niveau de l'architecture, très divers, parce que lui, il regarde vraiment le projet, le lieu, etc., et est capable de faire des choses fondamentalement différentes. Ici, par exemple, vous voyez comme ça a l'air d'être modelé par l'eau, un peu organique aussi, ça. C'est un pavillon d'exposition 94-97 à Londres, si j'ai bonne mémoire. Ah non, Netherlands. Bruxelles. Rotterdam. Aménagement de bureaux aussi. Regardez, ils ont simplement mis des plastiques comme ça. Alors ça, c'est PEI, PEI. Un architecte, vous voyez, très dans la tradition pure, maison d'euros, comme ça. C'est lui qui, vous voyez ici, qui nous fait des buildings, on va dire, avec de la verdure dans le bas, vous voyez, des petites tables. On essaye de rendre même des grands buildings comme ça, comment dire, convivial. Vous voyez ici, il a des cascades. Voilà, regardez ça, c'est extrêmement... ça fait un peu le rock'n'roll hall de Cleveland. Avec des bagnoles en l'air. C'est lui qui fera la pyramide du Louvre, je ne sais pas si vous la connaissez. Ça, c'est Zaha Hadid, non? Ouais. Poste d'incendie pour la firme Vitra. La firme Vitra, c'est un projet extrêmement intéressant. Ça serait bien que ces jours, un de vos profs vous amène là-bas en décoration intérieure, ça vaut vraiment la peine. Zaha Hadid, je vous ai dit, ça c'est quelqu'un. Moi, je trouve que à un moment donné, on va dire que les architectes, pour moi, quand les architectes ont dépassé cette opposition moderne, postmoderne, on peut dire qu'on est dans un nouveau style, une nouvelle étape très, comment dire, un peu comme à l'époque romane, ou comme un moment de synthèse, vous voyez, de civilisation. Et donc, je crois qu'à partir des années 90, on a une architecture de grand style comme ce genre-là, mais il y en a plein d'autres styles, hein. Mais où on voit qu'ils ont dépassé comme Frank Gehry, voilà, lui aussi, entre le moment où il fait sa jolie petite lunette d'approche et le moment où il fait, vous verrez ça, les étudiants qui vont présenter. Mais par exemple, je sais qui a fait ça aussi, lui, ça, Frank Gehry, oui. Vous voyez, il a fait des choses très très différentes les unes des autres. Hein. Là, ça c'est sa propre maison. Ici, il commence déjà un peu à... ça, c'est bien entendu le musée... Le Guggenheim. Oui, le musée Guggenheim à Bilbao. Et vous voyez que c'est un travail à partir de petits bouts de papier qu'il a fait sur son bureau, de petits schémas. Il a eu de la chance, c'est que... Je sais que j'oublie toujours, c'est terrible, j'ai un blocage avec ce matériau. C'était un matériau qui, à l'époque où il était en train de rêver ça sur son bureau, était au niveau de la bourse en chute. Du titane, merci. En titane. Donc le titane qui d'habitude coûte très très cher, là, c'était pas cher du tout. Alors il a fait tout ce truc en titane, ça veut dire que c'est un peu comme la robe de Podane, hein, couleur du temps. Il prend la couleur qu'il y a de l'extérieur. Hein. Et donc, là voilà de nouveau un exemple. Il aurait pu. Il a construit ça à Bilbao, c'est une ville sinistrée, une ville industrielle sinistrée, où il n'y avait plus rien de beau que des vieux endroits. Là, il a pris le plus moche, le pauvre, où c'était vraiment mal famé et tout ça. Et il a fait ce beau bâtiment.
Tantessy, qui a à voir avec les bateaux, qui a à voir avec le port, et qui est relié aux bâtiments, enfin aux gens et autres. Et c'était tellement chouette que tout ce quartier a été revalorisé. Et maintenant, il y a plein de gens qui vont en Bilbao rien pour voir le musée de. Donc, vous voyez, c'est rentable l'art, c'est rentable. Ils sont payés pour le savoir, là, les hôtels et tout le machin qui vivent autour de ces artistes aussi. Hein. C'est Vitra aussi, ça. À Vitra, ils ont vraiment fait, vous voyez, plein d'architectes, chacun devait faire son prototype, un peu comme à Werkbund au début du siècle. Et il y a vraiment des choses magnifiques. Mais moi, j'ai vu ça en vidéo, ça prenait des heures et je ne sais pas. Vous voyez ça, les plafonds courbes, comme ça, le premier qui a essayé d'inventer ça, c'était Alvar Aalto. Ça, c'est les travaux de recherche. Oui, il démarre à la main, peut-être qu'il termine à l'ordinateur. Hein. Ça, c'est les projets. Des bateaux et les maquettes. Alors ça, c'est une clinique à Cleveland. Ça, c'est encore mon ami là de tout à l'heure, Otto Frey, le pavillon allemand à Montréal en 1967. Voilà, tout d'un coup, on ne pense plus que l'architecture qui est durable, c'est celle qui est dure en briques et tout ça. On pense que peut-être de la toile suffit, que peut-être du léger suffit. Donc il a entendu humour gag. Donc Maurice Notlès, là si ça doit commodité, solidité, beauté. Ça, on veut toujours garder, mais quand Michael Graff travaille pour Walt Disney, eh ben, pas de problème. Il nous fait les statues monumentales de cette nain. Ça ne gêne pas. Aussi, on a comment dire, oui, des moqueries, on va dire ça comme ça. La gentille petite maison de banlieue qui se fait exploser dans une espèce de trou comme ça, abyssal. Parce que je vous expliquais, Miss Van der Rohe avait dit architecture égale os et peau. Et bien là, c'est un peu comme s'il pelait la peau. Il avait dit qu'à Bruxelles, il y a une façade qui a fait ça, je ne sais plus très bien où. Et voilà, ça c'est vraiment pour se moquer, c'est un petit clin d'œil. Voilà, ça c'est ce que je vous expliquais avec l'Italie, le plan d'Italie là, sur la place. Avec toutes sortes de colonnes. Et voilà, ici on a mis des béquilles, on n'a pas voulu bouger quelque chose à la vieille petite station de train, pas de problème, on va mettre des béquilles, on va poser le truc au-dessus. Ou comme ici, à Taizozaki, c'est un immeuble Disney à Orlando en Floride, ils peuvent s'éclater. Ici on a des éléments, comment dire, de Meuron, produits industriellement, toujours les mêmes un peu, hein. Comme ces fameux murs de cailloux simplement installés dans un grillage. On en voit partout des choses comme ça. Ici, par exemple, c'est le musée juif à Berlin. Et quand le soleil passe, les fenêtres ici, elles peuvent dessiner, paraît-il, des étoiles juives au sol. Il n'y a presque pas de fenêtres. Vous voyez, à l'extérieur, ça fait un peu comme presque des griffures. Alors, Gucci.
Libeskind, c'est lui l'architecte du musée juif à Berlin. Là, c'est une boutique Gucci à Las Vegas, vous voyez, c'est pas le même programme. Et ça, c'est plus rigolo aussi, ça, c'est chez le Hollandais, je crois. Bethin Crowell, salle de concert à Tilburg, voilà, oui, dans le 98. Et vous voyez qu'on a carrément là du matelassé, tant qu'à faire. Alors là, ils essayent de faire un anneau de Möbius. Vous savez ce que c'est un anneau de Möbius? Oui, hein. Je vais en apporter un ce jour. Alors, Santiago Calatrava, c'est aussi un architecte magnifique, mais ici, je n'ai pas beaucoup d'exemples. Voilà, ça c'est pour montrer sa porte de garage qui se court. Goût de la ruine, ça commence avec la maison de Clarence Schmitt à Woodstock. Là, ici, par exemple, on a cette agence SITE, S-I-T-E, avec Maple Jones, qui se moque, vous voyez, quand je vous parlais de goût de la ruine, de la façade effondrée, etc. Parfois, on en voit qui sont comme ça, à moitié, un peu, d'une matière un peu brutale. Mais on est en train d'enlever ça pour le moment. Je me suis aperçu qu'il y avait un bâtiment comme ça tout près de Montgomery et qu'ils sont en train d'enlever tous les marbres et tout, de dépioter la base pour la réhabiller autrement. Ça bouge, hein? Ça, vous connaissez, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est quoi? Paris. Beaucoup. Les architectes sont Renzo Piano et Richard Rogers. Donc, je vous expliquais. Alors, vous voyez ces motifs-là, c'est vraiment des systèmes faciles de clés. Hein. Puis, quand il travaille à Nouméa, dans le centre culturel Jean-Marie Thibao, Renzo Piano va nous réaliser quelque chose, vous voyez, qui n'a pas grand-chose à voir avec Beaubourg, mais qui a tout à voir avec l'habitat traditionnel des gens de Nouméa. Alors, ça c'est qui? Antoine Prédoc. Ça, oui, c'est l'Américain qui, lui, va s'inspirer des petites maisons des Indiens. Voilà, ils sont mis dans le désert. Eric Owen Moss, lui, c'est quelqu'un qui est assez amusant aussi. Il va aussi réhabiliter comme ça des villes sinistrées, réfléchir un petit peu comment, vous voyez, comment on peut réhabiliter des espaces industriels tout à fait immenses et un peu perdants. Regardez par exemple ça, c'est ptérodactyle. Je crois qu'il s'est dit, mais c'est des vieux brols de bâtiments. Qu'est-ce que je fais si je les jette tous comme ça, moi? C'est des espèces de comment on les appellerait ça, de grandes bottes de conserve. Hein. Ben voilà, je vais les jeter comme ça, pouf, sur le bâtiment. Oui, tac, 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 tac. Et au total, ça donne ça. Et puis ça donne quelque chose si étonnant que là aussi, toute la ville va être retravaillée comme ça par Moss et ça va devenir une ville assez rigolote et étonnante et attractive et voilà. Ça aussi c'est rigolo. C'est un complexe théâtral donc dans ce Pulver City de cette ville dont je vous parlais. En direct du bâtiment, ça. Il est vivant, il a trop mangé là. Hein? Vous voyez, ça c'est la photo que je vous ai prise, que je vous avais montrée quand je terminais l'art abstrait pour vous expliquer que l'aboutissement de l'art abstrait, au fond, c'était ça. Arriver à pouvoir imaginer ça. Vous vous rappelez? Ou ça? C'est de l'architecture ou c'est de la peinture? Ben voilà. On peut dire que la peinture a rejoint l'architecture, que toutes ces choses
Et ça, c'est très pur. Et ça, de nouveau, moi, je trouve que ça, c'est de nouveau un moment d'architecture où on a dépassé le postmodernisme quand on voit quelque chose comme ça. Bon, le symbolisme, ah oui, ça c'est un peu anecdotique, hein.